Merci beaucoup. Je vais charger la présentation. Merci beaucoup. Donc, je suis Maxime Collin, je suis juriste en droit de l'environnement et je travaille pour une association de protection de la nature, France Nature Environnement. Moi particulièrement, je travaille pour FNE Île-de-France. Mais on parle ici d'un sujet bien national, le droit de l'environnement, et puis avec des illustrations sur les arbres, l'encadrement juridique des arbres. Donc moi, l'intérêt, ça va être... Et donc je vous remercie beaucoup pour l'invitation, parce que j'ai découvert assez récemment ces ateliers d'écologie et politique, mais c'est un des rares endroits où on peut un peu casser le travail en silo universitaire et sur ce sujet, et puis aussi faire un dialogue entre universitaires et acteurs en tout cas de la protection de l'environnement pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est super intéressant et là on a des gros points de convergence sur la première présentation de Marie. Merci beaucoup. Donc je vais donner un petit peu des illustrations pour exposer un petit peu comment le droit de l'environnement est appliqué par le rôle finalement des associations, et c'est là-dessus je rebondis sur ta perche. Effectivement, le rôle des associations de protection de l'environnement est très important, heureusement ou malheureusement, dans la protection de l'environnement. Il est en tout cas incontournable et pas toujours, et parfois menacé. Donc ça, c'est plutôt l'actualité. Donc je vais très rapidement présenter la Fédération FNE pour donner un petit peu une idée de comment on est organisé et ce qu'on fait. Parler du droit de l'environnement de manière plus générale avec une perspective, et je vais reprendre un petit peu mais en survolant cette question de l'évolution historique du droit et surtout de ses origines, pour comprendre un peu mieux ses limites aujourd'hui, et illustrer avec des contentieux et des stratégies, comment on essaie de s'organiser pour le mettre en application. Donc nous, on est un petit peu issus de ce principe très attaché à la démocratie environnementale, qui est notamment issue de la Convention de Rio, qui se traduit finalement sur un triptyque entre les trois piliers de la démocratie environnementale, qui sont l'accès à l'information environnementale, la participation du public en matière environnementale et le droit au recours, sachant que les faiblesses des uns contribuent au fait de privilégier parfois ce dernier recours, qui est le droit au recours, et qui finalement nous occupe beaucoup. Sur l'accès à l'information environnementale, la Convention d'Aarhus, convention qui a déjà plusieurs décennies et qui est fondamentale, qui est la source juridique de toutes les normes qui nous permettent d'accéder à l'information environnementale. C'est grâce à elle que par exemple, on peut aussi, dans les enquêtes publiques, accéder aux documents, qu'on peut exiger de l'administration de nous communiquer des documents. Et c'est absolument nécessaire, parce que c'est de là que part finalement notre connaissance des projets ou des plans qui vont impacter l'environnement. Donc on est finalement, on travaille beaucoup grâce à cet outil-là de la démocratie environnementale. On a j'ai un petit peu avancé. Maintenant, France Nature Environnement, donc c'est une association, une fédération d'associations qui existe depuis 1968. Qui agréé, reconnu d'utilité publique, et dont le rôle est de fédérer finalement des associations de protection de l'environnement qui peuvent être très variables, qui vont d'une association qui s'occupe de la protection d'un arbre remarquable ou d'un bois à des associations très spécialisées dans la lutte contre les pesticides, les nuisances aériennes ou autres, ou des associations locales plus ou moins d'importance plus ou moins grande. Et c'est cette diversité aussi qui nous permet d'être
d'être représentés dans toute la France, dans tout le territoire, et de travailler à la fois sur des thématiques, mais aussi surtout sur la protection concrète de l'environnement, ce qui se fait finalement très peu, enfin, ce sur quoi finalement on est les seuls acteurs, les associations de protection de l'environnement, organisées pour justement répondre aux enjeux écologiques concrets, locaux, ceux qui vont impacter la vie des gens. Voilà, et on se distingue aussi d'autres associations qui vont avoir des objectifs plus thématiques ou des objectifs plus européens ou autres, qui vont être très importants, très intéressants. Cette diversité est très importante, mais qui va parfois ne pas avoir de modalités concrètes qui sont celles qui intéressent les gens pour protéger l'environnement dans leur environnement finalement. Donc, on travaille sur la fédération d'associations, je le disais, sur la sensibilisation sur les thématiques sur lesquelles on intervient. On essaie d'influencer les décisions et finalement de défendre. Et là, c'est là qu'intervient l'aspect contentieux juridique. Par exemple, voilà, en ce moment, enfin là, ces chiffres datent un peu, mais de 2021, mais on avait en 2021 273 contentieux en cours à l'échelle nationale seulement, de FNE national. Après, toutes les fédérations, ça représente plusieurs milliers de recours voilà, en cours. Je vais passer là-dessus. Je répète, on a cette particularité de mailler tout le territoire, ce qui nous permet d'être plus réactif finalement quand on a des atteintes à l'environnement qui apparaissent. Pour donner quelques chiffres, voilà, c'est quand même 84% de succès dans les litiges devant le juge pénal, ce qui est quand même assez intéressant. Et, devant le juge administratif aussi 40%, ça paraît peu, mais finalement c'est à peu près 10% le chiffre général pour l'ensemble des recours devant le juge administratif. Et voilà, on travaille aussi sur le volet civil pour essayer de faire réparer les atteintes à l'environnement. Donc je vais aller plus vite sur notre organisation parce que c'est pas... mais en tout cas, dans le PowerPoint qui vous sera diffusé, en tout cas qui est accessible, vous pourrez accéder un peu à ces informations. Et aussi sur l'aspect historique, on va passer un peu. Donc sur le droit de l'environnement... très bref regard historique qui vient compléter ton analyse, c'est qu'il y a eu un petit peu finalement quand même une période de gloire, enfin des 30 glorieuses de la protection de l'environnement. C'est le moment où justement le droit de l'environnement s'est affirmé comme une matière, bien que très composite et qui embrasse vraiment, qui touche à tous les secteurs et à tous les droits, tous les codes, qui va quand même s'affirmer comme une matière et avec des grandes lois, des grands chantiers législatifs et réglementaires qui vont apporter tout le cadre juridique, enfin une grande partie des outils en tout cas qu'on utilise, associations de protection de l'environnement et citoyens. Voilà, avec les grandes lois de protection de l'environnement dans les années 70. On s'est aperçu assez vite, c'est le constat aussi, des difficultés d'appropriation de ces enjeux, de cette nouvelle législation de protection, par exemple des espèces protégées, des espaces aussi, toutes les grandes réserves naturelles qui vont permettre de protéger des espaces, et c'est ça un peu l'origine aussi du droit de l'environnement. Mais cette difficulté d'appropriation de ces enjeux par l'administration et les décideurs, on se rend compte que finalement le droit qui vient d'apparaître, ou de se consolider du moins, est difficilement appliqué sur le territoire. Voilà, au moment de ces années 2000, on a aussi quand même le Grenelle de l'environnement qui va amener des avancées et sans doute des grosses déceptions, mais qui au moins était une tentative avec un dialogue dans lequel les citoyens, les associations ont pu voilà, exposer leurs besoins, et il y avait quand même un dialogue qui était intéressant. Et puis ensuite, et c'est là cette vidéo, enfin, je ne vais pas la montrer, mais de Nicolas Sarkozy qui intervient dans un salon de l'agriculture, donc c'est aussi d'actualité, avec cette phrase, l'environnement ça commence à bien faire.
exactement dans le même type de contexte dans lequel se retrouve aujourd'hui Macron ou Gabriel Attal. Macron qui parlait d'ailleurs d'une nécessité d'une pause sur la réglementation environnementale à l'échelle européenne. Donc voilà, l'histoire se répète, mais en tout cas ça marque quand même un tournant parce que depuis, voilà, on a eu cet âge d'or très relatif du droit de l'environnement, mais en tout cas qui, à partir de ce moment-là, on voit très clairement un déclin. En tout cas, dans le rythme des nouveaux outils, d'apparition de nouveaux outils de protection de l'environnement et surtout de réponse par rapport aux grandes lacunes qu'ont les outils qu'on utilise et qu'on a la chance d'avoir. Voilà. Après, on a eu un certain nombre de lois, comme la loi Macron qui habilite le gouvernement à simplifier le droit de l'environnement. On a eu plusieurs vagues successives et voilà, maintenant on ne peut même plus parler de vagues, mais de grandes régressions dans le droit de l'environnement qui prennent parfois la forme en termes de sémantique de la simplification du droit de l'environnement qui serait trop compliqué à appliquer, voilà. Mais se cache derrière finalement une volonté très claire de limiter l'effet de nuisance du droit de l'environnement sur la vie économique, peu importe les acteurs, que ce soit de l'aménagement, de l'agriculture ou autre, ou de la gestion de l'eau. Une volonté très claire derrière simplification se trouve finalement une volonté de limiter les nuisances et de ce droit. On a aussi désormais maintenant aussi un nouveau mantra qui est l'accélération. Maintenant, on doit aller plus vite aussi, et avec toujours une sorte de cheval de Troie sur des outils des domaines dans lesquels on doit avoir des avancées, notamment les énergies renouvelables, par exemple, qui jouent ce rôle souvent de cheval de Troie, puisqu'ils permettent des simplifications, des accélérations, donc c'est-à-dire des évaluations environnementales qui ne sont plus systématiques, des enquêtes publiques qui ne sont plus non plus systématiques, voire évitées, des critères juridiques que doivent remplir les projets qui sautent parce qu'ils sont trop contraignants. Donc voilà, ce mantra de l'accélération qui est un petit peu voilà, le contexte actuel. Dans ce contexte, on a surtout, enfin en tout cas le constat des associations, un manque de moyens criants pour la police de l'environnement, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vraiment le gros problème, c'est qu'on a un droit de l'environnement qui commence à être assez intéressant, qui est surtout un modèle dans le monde entier. Et même pour le droit de l'environnement européen, on a souvent des normes européennes qui sont inspirées de normes françaises, mais qui ensuite vont donc s'appliquer en droit français et qui là pour lesquels l'État va beaucoup se battre pour les appliquer à minima. Donc on a un peu ce cercle assez étrange. Mais pour dire que voilà, on a un droit de l'environnement qui est plutôt complet, qui touche à toutes les activités, mais qui est malheureusement mal appliqué. Donc parce que il y a des problèmes dans la police de l'environnement, des gros manques de moyens, vraiment. Enfin, on est à un niveau très. Enfin, il n'y a pas que. C'est à peu près la même chose que ce qui peut se passer dans d'autres services publics. Mais en tout cas, que ce soit la police de l'environnement ou la justice, il y a de réels problèmes de moyens, de ressources humaines, enfin de moyens humains et de formation également, et de spécialisation aussi, qui permettrait d'avancer un petit peu mieux sur ces questions-là. On a un accès à la justice qui est de plus en plus contraint, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. On a plusieurs lois, la loi Elan, la loi ASAP, la loi d'accélération des énergies renouvelables, et j'en passe, qui limitent l'accès, qui créent des nouvelles sanctions pour des recours abusifs, ou en tout cas qui facilitent les sanctions pour des recours abusifs, finalement, qui limitent l'accès, qui limitent l'intérêt à agir des associations comme des citoyens, donc qui vont créer beaucoup de petits cailloux qui vont rendre très difficile finalement, même quand on est persuadé d'avoir raison, quand on a une illégalité qui est évidente par rapport au code de l'environnement, le code de l'urbanisme et autres, on ne se rend pas compte à quel point c'est très difficile. Il faut vraiment avoir un travail parfait et une mobilisation de tous les acteurs, une sorte d'alignement des planètes pour qu'on arrive à soit une sanction d'un projet, et lorsqu'on a cette sanction, un respect aussi des décisions,
par l'acteur, ou alors pour faire sanctionner voilà, une atteinte, une infraction environnementale. Du moment où il y a une infraction environnementale, par exemple une destruction d'espèces protégées ou l'abattage d'un arbre qui était protégé, du moment où cet acte a lieu et de la sanction, déjà il se passe beaucoup d'années et c'est très incertain, quoi. Il y a vraiment un taux d'élucidation, si on avait des statistiques très fiables, qui seraient de l'ordre de quelques de 3%. Donc c'est vraiment ça le gros problème aujourd'hui, c'est l'absence de mise en application de ce droit de l'environnement. On a aussi un renouveau dans la mobilisation citoyenne, on pourra en parler tout à l'heure. Des condamnations, enfin un contexte répressif de plus en plus important dont est victime le mouvement des associations de protection de l'environnement et les citoyens de manière plus générale, qui ne touchent pas que le domaine de l'environnement, mais en tout cas on en est vraiment souvent les précurseurs dans cette répression, voire des espaces d'expérimentation de certaines nouvelles formes de répression. Il y a un arsenal répressif qui ne cesse de s'étoffer. Je ne sais pas, par exemple, à chaque fois, il y a eu une mobilisation très importante contre l'aviation. Maintenant, il y a une nouvelle infraction du fait de rentrer sur une piste d'aéroport. Il y a eu beaucoup de mobilisation dans des forêts ces derniers temps. Il y a une nouvelle infraction d'intrusion dans un domaine privé forestier. Et des exemples comme ça, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de réaction de l'arsenal pénal pour mieux sanctionner les mobilisations qui sont efficaces. Voilà, et ça se double d'autres formes de répression qui sont aussi, sur l'aspect financier aussi, la difficulté, des répressions fiscales parfois, des associations qui se voient retirer, enfin qui se voient nier leur aspect d'intérêt public, d'intérêt général. Des gros problèmes de subventions aussi, avec des subventions qui sont de moins en moins naturelles, données par les collectivités et les associations, mais qui sont aussi de plus en plus pour des projets. Donc on doit vraiment travailler sur des projets, etc. Sinon, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enveloppe facilement facile à obtenir. Et aussi, surtout, voilà, le contrat d'engagement républicain, maintenant une répression par le biais des subventions qu'on peut se voir retirer si on ne respecte pas les principes républicains. Et ça, on avait voilà, essayé de sensibiliser à ça. Dès le début, on avait vu venir le fait que l'objectif ne serait sans doute pas la condamnation de l'islamisme, mais sans doute, de manière plus générale, d'autres intérêts. Et c'est ce qui s'est passé avec des associations, voilà, Alternative à Poitiers, par exemple, qui s'est vu retirer une subvention, et plein d'autres, et notamment au sein de FNE. Les évolutions, il y a eu quand même quelques évolutions depuis dans toute cette dernière décennie, on va dire, mais qui sont, je les appelle cosmétiques, parce que finalement, c'est des avancées qui sont, par rapport à celles que je mentionnais avant, des grandes avancées du droit de l'environnement, qui sont très limitées et qui sont souvent cosmétiques, mais souvent plus de la communication politique que des avancées réelles du droit. Et donc ça, c'est la réalité, mais en plus de ça, il y a aussi des propositions ou des travaux ou des orientations vers d'autres outils qui sont aussi parfois des mirages. On a beaucoup parlé des droits de la nature, sur lesquels on a une vision assez cohérente, convergente. Mais voilà, je passe très rapidement, mais la loi sur la responsabilité environnementale, on a eu quelques applications, il y en a plus de 2, mais vraiment très peu. Je travaille sur un dossier voilà, d'une pollution par totale où il y a eu cette application qui aurait dû permettre en fait, finalement à l'État d'imposer des formes de réparation administrative directement sans attendre un procès pénal. Le constat est vraiment un échec cuisant sur le dossier sur lequel on travaille, et c'est la même chose sur les autres qu'on a vus. Préjudice écologique, voilà, c'est une nouvelle avancée qui venait conforter une avancée jurisprudentielle qui a été inscrite dans la loi. On a eu, donc depuis 10 ans, on a eu une application pour l'instant.
En tout cas, il y en a peut-être une ou deux autres, mais très peu et pour des résultats très faibles. Principe de non-régression, principe très très intéressant sur le concept, et très attendu, les associations et les citoyens, qui permettait donc de sanctionner des documents de planification qui régressent dans le domaine environnemental. Il a été tellement mal conçu, tellement, enfin, à dessein, avec des critères si rigides, que pour l'instant on n'a aucune application de ce principe, ou très peu, à nouveau. Donc c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas et il a été conçu pour. Le délit d'écocide, donc qui a été aussi introduit récemment, qui se superpose à des mécanismes juridiques de sanctions des atteintes à l'environnement qui existaient déjà, et qui n'apporte aucune avancée. Et donc, voilà, donc finalement, ce délit d'écocide n'a aucune utilité aujourd'hui. Et il ne sanctionne pas ce qu'on appelle, enfin ce qu'on souhaite appeler l'écocide. Donc là, c'est de la communication politique, clairement. Et c'est problématique parce que lorsqu'on crée des nouveaux outils sur lesquels il y a des grosses attentes, et que finalement on se rend compte que ça ne marche pas, ça déçoit beaucoup les gens, et il y a pas mal de personnes, que ce soit des acteurs associatifs, mais aussi de citoyens de manière générale, qui vont voilà, faire des burn-out militants, ou qui vont arrêter, enfin se désintéresser finalement, même parfois de la protection de l'environnement. Donc on peut décevoir beaucoup, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à l'utilité concrète des évolutions qu'on appelle de nos voeux. L'ajout de la préservation de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution, aussi présenté comme une grande avancée, sauf que, comme ça a été exposé tout à l'heure, on a la charte de l'environnement qui fait partie de la Constitution depuis 2005. Donc ça fait déjà plusieurs décennies deux décennies qu'on a déjà cet outil. Donc, et cette nouvelle constitutionnalisation ne va absolument rien apporter à la protection de l'environnement. Voilà, on pourrait faire le parallèle avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui est là pour le coup une avancée, mais qui ne sera rien si les conditions d'accès à ce droit ne sont pas favorisées dans les faits. Et aujourd'hui, il y a de gros problèmes, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà, on a aussi maintenant, ça c'est une évolution jurisprudentielle, un référé liberté qui peut s'ouvrir à l'environnement. Ça fait à peu près un peu plus d'un an aujourd'hui, on a quasiment aucune sanction ou suspension d'un projet par ce biais. Et, voilà, on a dans la salle des personnes qui s'opposent à la prison de Muret, pas très loin d'ici, voilà, qui ont tenté cette voie du référé liberté qui n'a pas fonctionné, qui n'a même pas été audiencié. Donc ça en a une illustration. Voilà, donc nous, ce qu'on demande à FNE, et je pense que c'est partagé par beaucoup d'autres associations, c'est créer un véritable délit de mise en danger de l'environnement pour pouvoir avoir des sanctions d'acteurs qui, sans avoir à démontrer un préjudice effectif, concret sur l'environnement, parce que c'est ça la réalité. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de petits cailloux dans la dans le système judiciaire pour faire sanctionner des atteintes à l'environnement. Il faut vraiment un alignement des planètes pour obtenir une sanction. Il y a ça aussi, c'est qu'il faut pour la plupart des délits démontrer des conséquences concrètes, des préjudices. Et là-dessus, voilà, il y a aussi un gros travail qui est non seulement compliqué, mais en plus qui nécessite aussi l'intervention d'acteurs, de la police de l'environnement, etc., qui n'est pas systématique, malheureusement. Donc voilà, on demande ça. Il faut des amendes plus dissuasives. Il faut surtout beaucoup plus de moyens pour l'administration, pour la justice, et aussi des référés qui soient plus ouverts, plus facilement manipulables par les citoyens. Donc référés, c'est des procédures d'urgence qu'on peut faire pour faire suspendre des projets ou autres, ou des atteintes à l'environnement en urgence, sans avoir à attendre un jugement définitif sur le dossier, ou une sanction définitive. Ces référés, il y en a toute une multitude, un petit peu comme les statuts qui peuvent protéger les arbres.
et ils ont toutes de grandes limites qui font que finalement, on a beau en avoir beaucoup d'accessibles, on a beaucoup de mal à obtenir la suspension, enfin voilà, la suspension d'atteinte à l'environnement. Et il nous faut aussi une autorité administrative indépendante qui ait les moyens de travailler, que ce soit par un renforcement des capacité d'action de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité, ou de créer aussi une autorité administrative qui prenne les décisions à la place de l'État aujourd'hui, parce que c'est l'État, c'est le préfet qui prend la plupart des décisions qui vont, des autorisations qui ont, de projets qui vont impacter l'environnement. Et force est de constater qu'il doit concilier les avantages, des intérêts économiques et environnementaux, et ça se fait toujours à la faveur des intérêts économiques. Donc là, je vais vous donner des petits exemples de thématiques très rapidement sur lesquelles on a pu avoir enfin, comment on s'organise pour essayer d'être efficace, parce que voilà, considérant toutes ces limites qui sont très importantes. Sur la protection des arbres, donc on a des constats qui ont été très bien exposés avant moi. Sur l'absence de protection des arbres. Il n'y a pas de définition des arbres, il n'y a pas de protection qui s'applique à tous les arbres, malheureusement. On a, qui est historique aussi, de la manière dont ça a été protégé d'abord, enfin, comme ça a été exposé. On a voilà, plusieurs codes qui viennent impacter finalement les arbres, mais de manière différente. Le code civil qui permet plutôt de porter atteinte aux arbres lorsqu'ils sont proches de nos propriétés, etc. Là-dessus, il y a beaucoup à dire, mais c'est un droit qu'on a. Aujourd'hui, on a un droit de porter atteinte à des arbres, finalement, sur sa propriété. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a les outils les plus généraux et les plus appliqués que dans le sens de la protection. On a un code forestier qui permet d'exploiter la forêt sans un contrôle qui soit satisfaisant des citoyens. Ça va être de plus en plus un sujet de crispation et de contentieux aussi, parce qu'on a beaucoup de mal à avoir, par exemple, on ne peut pas avoir accès au plan de gestion des forêts privées aujourd'hui, c'est impossible. Enfin, on ne peut pas l'exiger. Donc on ne peut même pas savoir qu'est-ce qui est prévu pour les forêts, donc c'est tout à fait problématique. Et puis voilà, on a un cadre donc, qui dépend très concrètement pour protéger les arbres de ce qui se fait sur le terrain, enfin ce qui se fait des protections réglementaires qui sont offertes aux arbres par les règlements des plans locaux d'urbanisme en général. Et puis on a aussi des grosses lacunes procédurales. Je veux dire, même si on a le temps de s'opposer à un abattage d'arbres, qu'on a la connaissance, etc., il y a une pratique du passage en force qui fait que souvent on se bat pour des choses qui ont déjà été détruites. Donc nous, considérant tout cela, on va se travailler uniquement sur les outils les plus protecteurs pour essayer de s'opposer à des projets d'abattage d'arbres. Donc la présence d'espèces protégées, par exemple, c'est quelque chose sur lequel qui va permettre d'intervenir, mais vous allez voir que ça a été largement neutralisé. Les protections qui sont dans les plans locaux d'urbanisme, par exemple les arbres remarquables, c'est très déclaratif, c'est pas une protection, mais ça peut l'être si c'est repris au sein du plan local d'urbanisme, donc ça dépend vraiment de chaque arbre en France. Donc c'est problématique. Mais voilà, lorsqu'il y a une protection, on va pouvoir essayer de l'invoquer, même si c'est très largement insuffisant. Et les alignements d'arbres, comme ça a été aussi exposé. Exemple de suspension d'un projet, donc là par un référé donc en Ile-de-France d'une commune qui est en train d'abattre des arbres, qui invoquait un danger de chute d'arbres, etc. Et quand on a eu accès, qui invoquait des diagnostics phytosanitaires qui étaient inexistants et qui finalement s'étaient basés sur une connaissance qu'ils avaient d'une chute d'une branche. Ce projet a été suspendu. Autre étude de cas, là, donc, il y a un alignement d'arbres le long d'une route départementale, donc les alignements le long des routes, qui a été annulé par le théâtre de Cergy-Pontoise donc en 2022. Le problème, le jugement est intervenu 3 ans après l'abattage de tous les arbres
protégées. Donc c'est pour dire cet exemple-là que finalement c'est absolument impossible de se passer des procédures d'urgence, donc des référés, dans la mesure où la justice est plutôt lente, pas que pour l'environnement. On ne peut pas espérer un jugement antérieur, enfin à moins d'une échéance d'1 an à peu près. Donc c'est donc il faut faire des référés. Le problème c'est que les référés sont très insatisfaisants. Sur les espèces protégées, donc il y a des critères, je ne vais pas les exposer parce qu'on n'a pas trop le temps, mais on peut en échanger là-dessus. Il y a des critères pour porter atteinte à une espèce protégée. On n'a pas le droit, mais il y a des dérogations possibles qui sont données par le préfet. Donc on a essayé de contester toute une série de projets. Je parlais tout à l'heure d'une construction de prison, c'est un exemple, mais sinon sur des catégories comme les entrepôts logistiques, ça a très bien marché. Sur les carrières aussi, les espèces protégées dans les projets de carrière, les zones commerciales également, les projets urbains d'aménagement du territoire. Les stockages d'eau, donc les bassines, les retenues collinaires, etc. Ça fonctionne. Sainte-Soline, il y avait des espèces protégées. Il y aurait dû y avoir une dérogation espèces protégées qui n'a pas été sollicitée, par exemple. Sur les stations de ski, etc. Donc il y a certains domaines dans lesquels ça n'a pas fonctionné. Par exemple, les grandes infrastructures de transport. Enfin, moi, en Ile-de-France, on a beaucoup travaillé là-dessus, avec le Grand Paris Express, le chantier le plus important de transport au monde. Où là, ça ne marchait pas du tout, parce que le juge considère justement l'importance économique de ces projets, le photovoltaïque, l'éolien, etc. Ça a tellement bien fonctionné sur l'éolien et les énergies renouvelables, finalement, qu'il y a eu une réaction du juge comme du législateur et de l'administration. Alors que le juge pénal, ça, je mets deux exemples de jurisprudence obtenus par FNE, mais le juge pénal dès qu'il y a une atteinte à une espèce protégée qui n'est pas permise par une autorisation, il va sanctionner directement dès qu'on atteint un seul spécimen d'un lézard de muraille, alors que c'est une espèce pas forcément, plutôt courante. Ça, c'est la vision du juge judiciaire. Malheureusement, le juge administratif est beaucoup plus enclin à comprendre finalement la position de l'administration et des maîtres d'ouvrage. Et donc, ça a tellement bien marché, on a tellement pu censurer des projets sur ce biais-là de la présence d'espèces protégées qu'il y a eu des réactions. Par exemple, je disais tout à l'heure, la loi d'accélération des réseaux d'énergie renouvelables, qui a créé une présomption du critère qui marchait le mieux, l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur. En gros, le projet ne répond pas à un intérêt plus important que le fait de détruire des espèces protégées. Et bien maintenant, donc, il n'y en avait pas dans la plupart des projets. Le gouvernement dit que finalement, il y en a dans tous les projets d'énergie renouvelable. Et ça va être étendu à tous les projets, pas seulement renouvelables, nécessairement. C'est l'objectif à peine volé. Très récemment, et là je fais le lien avec la crise de l'agriculture, enfin des agriculteurs récente, il y a eu par exemple un arrêté qui vient d'être publié, qui est un projet pour l'instant d'obligation légale de débroussaillement. Qui va permettre, sur la question des forêts, qui va permettre finalement de considérer aussi de la même manière que quand on fait cette opération de débroussaillement, que ce soit pour créer des couloirs, pour lutter contre les incendies ou pour permettre le passage des réseaux, des réseaux quels qu'ils soient, dans ces cas-là, c'est tellement intéressant, important que finalement, il n'y a pas d'atteinte aux espèces protégées, même si concrètement c'est le cas. Donc on crée de plus en plus de fictions juridiques pour adapter finalement le droit aux pratiques qu'on veut conserver. C'est le sens un petit peu du dialogue qu'il y a en ce moment entre la jurisprudence et le droit de l'environnement tel qu'il est décidé par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Je pense que je vais pas parler de ce sujet-là. Je vais juste parler, dernier point, là, donner une illustration à l'échelle d'un projet, parce que c'est un projet local, le barrage de Caussade, dans le Lot-et-Garonne, qui est une belle illustration, cette fois-ci, non pas sur une catégorie, un des outils du droit ou autre, mais illustration
de la manière dont l'administration peut favoriser des atteintes à l'environnement et surtout ne pas contribuer, enfin ne pas remplir son rôle de contrôle et de sanction des projets qui portent atteinte à l'environnement. C'était un projet de retenue d'eau pour l'agriculture, aux bénéficiaires d'une poignée d'agriculteurs, 21 agriculteurs. Beaucoup d'espèces protégées, un écosystème assez sensible qu'il ne fallait pas détruire. Et puis une contradiction avec tous les schémas de gestion de l'eau, le SDAGE. Voilà, donc c'était un mauvais projet dès le départ. Je vous donne très rapidement le calendrier, enfin en tout cas l'histoire des grandes dates du projet. En 2019, on a la finalisation, enfin en tout cas une grosse avancée dans la construction de l'ouvrage, malgré le fait qu'il est manifestement illégal. On a en 2019, en mars, une annulation du projet, de l'autorisation du projet par le tribunal administratif de Bordeaux. En mai 2019, un arrêté préfectoral qui ordonne la cessation des travaux en conséquence, et puis qui est retiré par la préfète quelques semaines après, face aux pressions. Donc finalement, le projet est illégal, mais vous n'êtes pas non plus obligé de le détruire et de remettre en état. En 2020, on a une condamnation pénale des porteurs de ce projet-là, pour avoir construit ce projet-là notamment, avec des sanctions très importantes, 8 et 9 ans de prison avec sursis, et des amendes importantes, et une confirmation par la Cour administrative d'appel de l'annulation du projet. Et donc une plainte ensuite de FNE pour essayer de pousser le juge à prendre acte de tout cela, de l'exploitation de ce projet-là malgré tout. Parce que l'ouvrage est toujours en exploitation aujourd'hui, c'est ça qui est assez incroyable. La réaction du gouvernement, ça a été de proposer, de faire un rapport interministériel pour essayer je cite, la mission était de proposer une méthode de concertation et un processus de décision de nature à permettre le nécessaire retour au cadre légal, dans une approche partagée avec l'ensemble des acteurs concernés. Donc ça, c'est la solution à un projet totalement illégal pour lequel le projet est annulé. Les gens sont sanctionnés vraiment de manière très grave pour ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la réponse, c'est d'essayer de concerter, alors qu'il n'y a plus de débat, normalement. Et très récemment, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, c'est qu'il y a une actualité, c'est que là, on a un préfet du Lot-et-Garonne qui, le 12 janvier, disait il existe depuis 5 ans, il s'inscrit désormais dans le paysage et il a montré son utilité lors des périodes de sécheresse. Mon sujet est d'aller vers une mise en conformité du projet. Donc le juge, il y a l'autorité de juger qui veut que le projet est absolument illégal et il ne peut pas être perduré. Et finalement, on va modifier le droit pour quand même permettre l'exploitation de ce projet-là. Et puis Gabriel Attal qui a, de manière plus générale, aussi annoncé qu'il allait accélérer et soutenir tous les projets d'ouvrages hydrauliques. Voilà. Très rapidement donc c'était une illustration et là je ne vais pas prendre trop de temps parce que je suis déjà en retard, j'ai déjà débordé, mais les autres stratégies d'action que celles contentieuses sur lesquelles on est très attaché, sur lesquelles qui nous permet d'avoir beaucoup de victoires, c'est revendiquer les droits de la nature. Il y a eu des limites de ce concept qui ont été évoqués, énoncés, je m'y associe tout à fait. Les intérêts, ce serait de permettre une harmonisation vers le haut du droit international, parce que tous les pays n'ont pas forcément une législation, une réglementation aussi aboutie que la nôtre. Donc ça pourrait, s'il y avait des principes généraux dans le droit international, être favorable de manière générale. Ça permet aussi un regain d'intérêt et de parler de ces sujets-là, de la manière dont le droit s'occupe de l'environnement. Mais les arguments plutôt en défaveur, selon nous, c'est l'intérêt très symbolique. La nature, elle est déjà protégée par le droit. C'est ce qu'on fait tous les jours. Par ailleurs, les avantages des droits de la nature qui sont invoqués, c'est souvent, ça va permettre aux citoyens et aux peuples autochtones de protéger finalement la nature à sa place. En fait, ça c'est déjà le rôle des associations de protection de l'environnement. Et si on réfléchit 2 secondes, même si on ne le faisait pas, même si en tout cas on crée de nouvelles voies, les citoyens, lorsqu'ils veulent protéger collectivement, qu'ils veulent protéger un cours d'eau ou un
arbre, ils vont devoir s'associer. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure manière finalement de travailler que de le faire collectivement. Donc aujourd'hui, en France du moins, l'association est finalement aujourd'hui la meilleure forme de la protection de la nature, selon moi en tout cas. Et puis des résultats décevants, ça a été exposé aussi en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Inde, voilà, où finalement ça n'a pas porté ses fruits concrets sur la protection, malgré le fait qu'on ait déclaré des droits à la nature. Et voilà, et puis le fait que finalement c'est le résultat, enfin ma conclusion, c'est que le droit de l'environnement il doit être mieux appliqué et il faut avoir plus de moyens pour le faire et se donner plus les moyens pour le faire, c'est ça le problème. Et puis surtout, il faut travailler sur l'origine des atteintes à l'environnement, qui est le modèle économique, le jeu des acteurs économiques. C'est ça, finalement, c'est le capitalisme le problème davantage que le droit. Le droit, il est plutôt intéressant, plutôt complet. Il est en train d'être démantelé, certes, mais il est quand même existant. L'important, c'est plutôt voilà, le système dans lequel perdurent les atteintes à l'environnement et voilà. Et puis voilà, je crois que je vais m'arrêter là.